pourquoi un pays fait des surplaces existentielles 2 siècles durant, n'est-ce pas? Il faut aller chercher dans son ADN historique, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient? Bon, depuis longtemps, on savait, et depuis longtemps, on s'en plaint aussi, que Port-au-Prince centralise tout. C'est comme une espèce de fatalité à la fois géographique et historique. Géographique en ce sens que c'est un point central, entre le nord et le sud. Historique en ce sens que c'est par la force des choses, Port-au-Prince a été, après le Cap, la capitale définitive de la colonie de Saint-Domingue. Elle est restée la capitale d'Haïti. Et en tant que capitale, c'est le lieu du pouvoir, le lieu de tous les pouvoirs. Pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir intellectuel. Et c'est une idée acquise. Si l'on veut réussir, il faut monter à Port-au-Prince. Et conséquence, c'est que malgré le caractère sordide de la vie à Port-au-Prince, eh bien bon, Port-au-Prince est le lieu de toutes les fascinations, Port-au-Prince est le lieu de toutes les espérances. C'est parce qu'il y a une ignorance réelle des problèmes, sans doute, mais aussi parce qu'il y a des intérêts derrière tout cela. Il y a des intérêts à garder la structure unitaire. Il y a des hommes qui torpillent des projets parce qu'ils n'ont pas entendu les auteurs de ces projets dire quelle est notre part dans cela. Côte Pam. Vous savez qu'un ministre l'a dit à propos d'un sujet, d'un projet qui devait être valable pour Haïti, Côte Pam là-dedans. Autrement dit, si je ne vois pas ma part, le projet non seulement ne m'intéresse pas, mais je le torpillerai. Si vous regardez la liste des collectivités territoriales haïtiennes, vous trouvez la commune. Eh oui. Vous trouvez d'autres collectivités territoriales, pas la région. La Constitution ne reconnaît pas la région comme collectivité territoriale. Une omission constitutionnelle qui ne signifie pas grand-chose, finalement, parce qu'au fond, tout le monde est d'accord, véritablement, que s'il faut décentraliser, ce sera sur la base principale, pivotale de la région. Il faudra penser à reconstruire Haïti, non pas à partir du centre vers la province, mais au moins à partir de certains pôles, comme Jérémie, le pôle de la Grand'Anse que vous connaissez, le Cap, les Cayes, Gonaïves, ce sont des pôles qui peuvent quand même organiser la décentralisation qui sera en même temps nationale, mais qui sera aussi régionale, à partir de ces pôles de province. Je ne sais pas vraiment combien d'ONG travaillent sur le terrain, mais nous constatons que très souvent, l'aide qu'on nous apporte, l'aide est donnée à travers les citoyens des pays d'où viennent ces ONG-là. Une bonne partie, si ce n'est pas la majeure partie de cette aide-là, retourne aux pays qui nous l'ont fourni. Plus on aide, plus on a l'impression que le pays s'enfonce dans la pauvreté, dans la précarité. Ce pays est le mien, personne ne peut refaire ce pays, ne peut mettre ce pays en route, sinon que les Haïtiens, finalement. Avec l'aide, évidemment, de nos sœurs et frères, des hommes et des femmes de bonne volonté. D'ailleurs, nous les accueillons, mais nous devons être les bâtisseurs de cette patrie. La corruption existe.
et elle est d'autant plus inacceptable que le pays est pauvre. Ceux qui sont corrompus au niveau du gouvernement sont d'autant plus condamnables que l'État n'a pas les moyens, n'a pas de moyens. Donc le peu qu'il y a, vous le prenez à des fins personnelles. Mais, et la corruption gagne aussi d'autres secteurs, bien entendu. Si vous voulez, c'est une gangrène. C'est une sorte, j'emploierais un autre terme médical, une métastase. Et moi, personnellement, je pense qu'en particulier au niveau de l'État, il y a moyen de combattre cette corruption. Je crois qu'il faut d'abord l'exemple. Il faut des lois. Les lois existent. Et il faut les appliquer, il faut des sanctions, il faut des exemples. Il n'y a pas de doute. Je crois que si à la tête de l'État, il n'y a pas de corruption, dans le reste des services publics, les gens feront davantage attention. La corruption s'est tellement insinuée, est devenue tellement naturelle, je dirais entre guillemets, que ça ne pourra pas disparaître du jour au lendemain. Mais je crois fermement qu'il est possible de la combattre. Et il est possible aussi, on essaie d'avoir des investisseurs étrangers, mais les investisseurs étrangers savent qu'en préparant leur budget, leur feuille de route, qu'ils doivent prévoir quelque chose, un bakshish, pour tel employé de douane, tel employé du ministère du Commerce, etc. Oui, il y a de la corruption. Il y a de la corruption en Haïti, comme il y en a en Amérique latine, comme il y en a en Afrique. Il n'y a pas que des gens corrompus en Haïti. Il y a dans l'administration publique haïtienne une épine dorsale qui tient encore, qui fait que le corps tient encore debout. Quand on dit que tous les Haïtiens sont corrompus, c'est d'abord raciste, d'une certaine façon. Et d'une autre façon, je pense même, je veux même honorer la mémoire de gens que j'ai connus qui étaient honnêtes, compétents et qui ont fait leur boulot tout au long de leurs années. Et je crois qu'il faut effectivement commencer à se demander, est-ce qu'il n'y a pas une façon aussi d'en parler pour que l'aide internationale n'arrive pas non plus aux décideurs, ce sont les institutions d'État. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas corrompues, mais elles ne sont pas toutes corrompues et tout le monde à l'intérieur n'est pas corrompu. Donc c'est un cercle vicieux. On demande de faire, en même temps, on dit que l'État est corrompu, donc on ne va pas lui donner. Mais quand il y a de la corruption, il y a ceux qui donnent, qui font partie de la corruption. Les corrupteurs sont aussi partie prenante de cette corruption. Donc il faut, je pense, reconsidérer les choses en toute sérénité, avec un regard assez lucide, et pour se dire, finalement, chacun doit jouer sa part. Tous les Haïtiens sont confrontés chaque jour au problème de la corruption, que ce soit pour obtenir un service au niveau de l'État, pour n'importe quoi. On est obligé de payer quelque part. On ne peut obtenir aucun service en Haïti si quelque part on ne paie pas. Donc alors quand l'international dit qu'on a un gouvernement qui fonctionne, tout et tout, on tombe des nues. On tombe des nues. Si il y a corruption en Haïti, c'est que quelque part, voyez-vous, au niveau de la gestion de l'aide par les bailleurs, il y a aussi corruption. Peut-être pas de même niveau, peut-être pas de même nature. Mais quand vous savez que quelqu'un est corrompu et que vous l'encouragez dans sa corruption en continuant de lui fournir de l'aide, c'est que vous-même, vous êtes un pervers. Le système judiciaire en lui-même est extrêmement traversé par des courants qui sont des appuis au réseau de corruption. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pris dans un détournement de fonds, dans un trafic de drogue, dans du blanchiment, sait qu'il y a un réseau composé de juges, d'avocats, de greffiers, sur lequel il pourra toujours compter. Et qui empêche au système de la justice de fonctionner. La justice est un défi énorme. Je crois que c'est un des premiers leviers, je crois, à faire fonctionner pour pouvoir arriver à cette citoyenneté dont on parle. En Haïti, il a souvent été constaté la mainmise du pouvoir exécutif et même certaines fois du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire. Un pouvoir qui est toujours traité en parent pauvre dans ce pays. Donc, pour enlever le pouvoir judiciaire des griffes empoisonneuses du pouvoir exécutif, le Sénat de la République
a proposé et voté en novembre 2007 une loi portant création d'un organe indépendant chargé de l'administration, du contrôle et de la gestion du pouvoir judiciaire qui est le CSPJ. Mais toutefois, et par manque de volonté politique, le pays a dû attendre plus de 5 ans pour assister à l'installation de cette institution. Le 3 juillet 2012, avec la création du CSPJ, c'est un pas important qui est franchi vers une indépendance effective, réelle du pouvoir judiciaire. Mais beaucoup reste encore à faire pour que le CSPJ devienne une institution totalement indépendante. Pour que cela puisse arriver, il faut que son budget doit être nécessairement revisé à la hausse. Parce qu'il est complètement impossible qu'une institution de l'État fonctionne avec moins de 1% du budget national. La scolarisation universelle, qui est pour moi un horizon incontournable, ça demande énormément de moyens. Et je crois que l'État devrait, les décideurs politiques devraient tout faire. Parce qu'on ne changera pas, on n'ira pas vers une culture de la vie, non de la survie, sans une éducation, sans un certain nombre de choses. Et je ne pense pas qu'on aura une nation, dans le sens moderne du terme, si tout le monde, en dépit des classes sociales qui existent, il ne faut pas se leurrer, n'est pas au moins un minimum de références communes. Et ces références, on ne les a qu'en passant à l'école. Aujourd'hui, je ne pense pas que tous les Haïtiens aient les mêmes références. Ça ne veut pas dire que nous ne partageons pas une même culture. Il y a des aliments qu'on aime, il y a de la musique qu'on aime tous. Et les références communes, je ne pense pas que ça soit encore le cas. Et là, on ne peut pas construire une nation s'il n'y a pas ce minimum de consensus entre les gens. Il y a eu tant de retard pris dans la diffusion du savoir chez nous que des centres privés se sont engouffrés. Le résultat est que 80% des écoles du pays sont des écoles privées, les autres des écoles de l'État. Mais l'État n'assume pas non plus ses responsabilités en ce sens que ces écoles poussent comme des champignons. Certaines sont bonnes, très bonnes. Moi, j'ai fait mes études dans une école privée, il y a quelques années quand même. Mais la plupart d'entre elles, surtout les plus récentes, ces 15-20 dernières années, leur équipement, le niveau de professionnalisme, la compétence du directeur, des enseignants laissent beaucoup à désirer. Et l'État ne se soucie pas de contrôler ce qui se passe dans ces écoles privées, de sorte que la malice populaire leur a donné le nom de école borlette. La borlette, c'est un jeu de hasard. Je dois vous dire que moi, comme femme politique, comme citoyenne, je dis toujours qu'il vaut mieux avoir des écoles borlettes que pas d'école du tout, mais que celles-ci devront disparaître. Le peuple haïtien se sert fondamentalement du charbon de bois comme source d'énergie, qu'il n'y a jamais eu de politique publique mise en place justement pour remplacer le charbon de bois. Et puis, autre part aussi, il y a eu énormément de cultures industrielles qu'on a souvent mises en place en Haïti et qui ont détruit énormément d'arbres, qui font que la couverture forestière d'Haïti est actuellement à moins de 5%. Je crois que c'est peut-être l'un des problèmes les plus cruciaux auxquels est confronté Haïti actuellement. Et malheureusement, on n'a encore aucun gouvernement qui s'attaque à ce problème. Je crois que c'est le problème numéro 1 d'Haïti actuellement, le problème environnemental, parce que au rythme que ça continue, dans une dizaine d'années, on aura moins de 1% de couverture végétale avec une population qui avoisinera les 12 à 14 millions d'habitants. Et là, je crois que c'est une équation terrifiante. Là maintenant, il n'y a plus de régulation. On coupe n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, sans aucune retenue. Et je crois que c'est là aussi que le problème se pose. C'est savoir quoi couper, quand, à quel moment. Et moi, ce qui me gêne, puisque l'environnement, comme vous, est une passion chez moi, c'est mon hobby, et c'est que, contrairement aux autres cultures, même de subsistance, dont vous l'avez qualifié,
il n'y a aucun investissement qui est fait dans ce charbon qui représente quand même 80% de l'énergie consommée dans ce pays. C'est vrai que le charbon est arrivé comme ce qui était le plus facile de faire, puisqu'il y a une demande urbaine et ça donne des liquidités. Donc, à la limite, le paysan haïtien s'est retrouvé dans une situation où il a fallu détruire pour survivre. Et s'il n'y a pas d'alternative à cela, on est condamné à avoir encore plus de problèmes de cette nature. Mon sentiment, c'est que c'est toujours les élites qui bloquent ici. Et quand je dis élite, je ne veux pas parler de l'élite traditionnelle haïtienne, mulâtre, économiquement forte. Non, moi je dis toutes les élites, y compris les élites paysannes. Puisque tout se fait par cooptation. Les élites universitaires, les élites économiques, les élites religieuses, parlementaires, politiques, c'est là que ça bloque. Il y a une citoyenneté qui se cherche dans ce pays et qui n'arrive jamais à franchir cette barrière qui est un frein à son émancipation. Donc ici, moi j'attends ça. J'attends que nous autres Haïtiens, Haïtiennes, conscients de cette situation dramatique dans laquelle vit la majorité de la population, qui a envie de vivre, qu'on se dise, ayons un sursaut et mettons-nous ensemble, au-delà de toutes les clivages, divergences, divisions, et pensons l'intérêt collectif et le bien commun. Il faut que ce soit les Haïtiens eux-mêmes. C'est le plus bel hommage que le monde puisse rendre à Haïti, c'est d'accepter que ce soit les Haïtiens eux-mêmes et qui reconstruisent leur pays, qui décident de la forme de refondation qui convient le mieux à Haïti. Mais pour cela, il faut se rassembler, il faut s'unir, il faut faire un seul bloc, il faut constituer un esprit de salut public, de salut enfin national, pour constituer une nation, même si c'est sur le tard, même si c'est dans le cadre de la mondialisation, puisque le cadre national va être périmé de plus en plus dans le monde entier, et c'est le cadre de la mondialité qui va occuper les esprits comme les sensibilités.